Bonjour, merci. C'est quand même impressionnant de voir autant de monde. Voilà, donc comme vous le savez, résistance, j'aimerais quand même juste rappeler le sens du mot résistance, parce que c'est tellement fondateur, résistance, c'est opposer une force à une autre. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a une force contraire. Et ce moment, ça va être l'opportunité d'écouter ceux qui ont, comme Paul Shepard et comme bien sûr le chef Raoni qu'on va écouter tout de suite, ceux qui ont beaucoup d'années d'expérience pour nous dire ce qu'on fait dans ces cas-là, quand cette force contraire devient parfois extrêmement forte, qu'on peut être découragé, que ça n'avance pas assez vite, qu'on n'a pas la victoire qu'on veut immédiatement. Quelles sont les ressources intérieures pour continuer? Et c'est en ce sens que c'est une résistance en héritage, parce qu'ils vont laisser en héritage ces enseignements à d'autres qui sont là, qui sont la jeune génération, qu'on vous présentera au fur et à mesure. Donc je vais d'abord donner la parole au chef Raoni. Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. C'est le père fondateur de la lutte pour la protection de la forêt amazonienne. Il a été, tout à l'heure, Paul Shepard parlait de l'importance des célébrités. Le chef Raoni a commencé à être extrêmement connu quand il a fait une tournée avec Sting. Ça vous dit quelque chose, ce moment-là? Après, il a fondé une fondation, justement, Rainforest. Aujourd'hui, il a un peu plus de 90 ans. On ne sait pas exactement, en fait, quel âge il a. C'est donc le chef Kayapo Raoni. Merci d'être là pour nous. J'aimerais... Donc ma question pour vous, elle est très très simple. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des moments de découragement? Et comment vous les avez surmontés? Est-ce que vous pouvez nous faire cadeau de paroles pour apaiser ces éventuels moments de découragement? Merci. Ang makrimay, ang mere ali, ang mire ali. Aningro me vaya mai kure. Mana ba me mare, mana na ba me awore boy ka me ya tai ka ben mari ma ba me awore boy. Ne ka me ka mi kirai ne ye me ma iya pe game I ko aja pe ka jiba maro ane tanea. Ele começou a falar, né, desejou bom dia, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Bonjour à tous. Também ele falou que está aqui muito feliz, muito contente de estar aqui vendo todos vocês para mais uma oportunidade de escutar ele, né? Assim ele está falando. Donc, le cacique Raoni vous remercie d'être tous présents. Il est très touché du salut que vous lui avez apporté au début de la conférence. Il est très heureux de pouvoir témoigner de cette résistance de la forêt. No, ba me mane. Mana mene ba
mea beku benga de catata mima. Mei bego creca de jua catata mima. Aram ne banhai. You me bego creia bem, me bego creia pa banhai. Mene ai ka ben. Ban bai ma me kuda ben pari kit. Ban ba katat me aku ni ka jua mi markam. Me moi ka ben ya ne ya roi ba. Ang mera dia mirari, hari ka ben ma. Geya ku me ba ku ni are. Bane ba ka bene. Ge ba go are ku era ya kana. Geya me ba mo ku ni ko sa ni mari gro ten ka fuga ka ngoro. Ka me tu jo. Na ba mamaro wanen me amane tania. Eu tenho um pensamento correto de pensar do bem. Eu não aceito pessoas que brigam, né, por si. Eu não aceito também a matança do próprio seres vivos. Por isso, eu venho defendendo sobre a vida, sobre a vida dos povos indígenas. Várias vezes ameaçaram, violentaram os povos indígenas, mas eu sempre estou ali para poder defender, para que haja esse respeito aos povos indígenas. Por isso, essa é a minha luta de ter um caminho do bem, todos se respeitarem, para que possamos viver em harmonia e também a paz. Muitos estão querendo destruir tudo que tem na terra. Mas só que nós temos que pensar e tem o nosso dever de cuidar do que é nosso, que é da Mãe Terra. Se começar a destruir tudo, não haverá mais vida nessa terra. Por isso, o nosso dever é cuidar, para que haja mais gerações no futuro. Assim eu penso. Je prends le temps de répondre et de trouver les mots justes pour pouvoir répondre à cette question. Donc je donne la traduction directe du cacique Raoni. Ma lutte a été constante depuis le premier jour. Je n'ai jamais cessé de lutter pour mon peuple, pour les peuples indigènes de la forêt amazonienne. Je défends la forêt pour les générations futures, je défends mon peuple pour les générations futures. Ça a été une lutte constante jusqu'à mon grand âge. Aujourd'hui, je sais l'importance de préserver la forêt, de préserver toute la communauté indigène, où il y a plus de 250 communautés à travers le Brésil. Et donc, ma lutte sera constante jusqu'à mon dernier jour. Tania, pa on me moi ka ben noi no le mana ne bomo ami maro ane ne ka no me kuta ben ku le jo ke ka umari me ne ki ne mana bri yo ki na ku me ne ikwa me ne on me ya ne ba maro ane ka mi Moya fundu kaji ya mi mari ke tak mere mi ali ika benya mari ka ben ko ami magume que ya me ya ka me go kreya pia ge go Brasil ka me ya go
Ami mal meia pia na me ka jura mo bai maki ke ko ne kamara mo ne na mo mara mo me bi boy ka puru tire kam ka pri me ke gejaba ku boy na te ku kaya ka me ro wajar ko de fotato ku ni maga mo ku mi ka benani ko Ami Maria be. Ma mea mo ia bijalen mea kunio tum na do ben oi no re. Para finalizar, quero falar para vocês que, mais uma vez, reforçando sobre a vida, porque precisamos ter esse respeito um ao outro. Precisamos ter essa paz um ao outro, para que possamos viver tranquilo e também ser feliz. Pois, quando não há problema, temos essa vida saudável, possamos dormir bem, sem preocupação, e poder continuar com essa vida de harmonia, de respeito e de paz. Quando não há problema, somos felizes, somos alegres, mas quando há problema, nós somos preocupados, com medo de alguma coisa. Enfim, essa é o meu pensamento, de continuar com essa vida, de todos nós. Bom, vocês que estão aqui, na França, têm que respeitar os povos indígenas que moram com vocês aqui. E também lá no Brasil também. O Brasil tem que respeitar os povos indígenas, pois, ainda querendo ameaçar povos indígenas, querendo violar os povos indígenas, isso não é bom para nós. Por isso, quando eu retornar para o Brasil, eu conversarei com todos os deputados para que eles tenham respeito aos povos indígenas. Por isso, essa é a minha luta de poder defender a vida. E, para finalizar, estou aqui muito feliz com vocês. Desejo uma boa tarde para vocês e um abraço a todos qui estão aqui. Assim ele finaliza. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Donc, pour finaliser, je veux une nouvelle fois vous parler du précieux de la vie. Nous devons ce respect, nous devons cette paix entre nous tous. Combien il est important de vivre avec la paix, avec la célébration de la joie. Quand il n'y a pas de problème et que la vie est saine et la vie est belle, on peut dormir sans souci, on peut ne pas s'inquiéter du lendemain, ne pas s'inquiéter pour les générations futures. Et je souhaite que cette harmonie et cette paix reviennent à tous les peuples qui peuplent la Terre. Alors vous qui êtes ici en France, j'aimerais vous demander de vous protéger tous entre vous, de respecter tous les peuples qui sont là, dans cette belle France, comme les Brésiliens à qui je parle à chaque fois, pour qu'ils respectent la diversité qu'il y a dans notre pays et les peuples indigènes. Quand je vais retourner au Brésil, je vais continuer à parler de tout ce message de paix, d'amour, de conscience, de respect. Et j'aimerais vous redire encore combien ma lutte est pour défendre la vie, que c'est une grande déclaration d'amour pour la vie. Je suis heureux d'être avec vous ici. Je vous embrasse tous et merci encore. Je ne sais pas, c'est mon micro. Est-ce qu'il est activé? Oui, voilà.
Donc on retient finalement que pour tenir le coup, il faut rester s'accrocher à l'idéal final, qui est la joie. Du chef Raoni, on va passer à la jeune génération, on va faire quelques petits ping-pong. On va passer à Soraya Fetti. Bonjour Soraya. Soraya, elle fait partie de la campagne 350.org, elle a 29 ans. Et 350.org, c'est notamment la campagne pour éviter que Total Energy construise un long pipeline en Ouganda. C'est pas facile ces combats-là. Il y a un combat judiciaire, il y a des combats dans la rue, il y a des blocages d'assemblée générale. Soraya, je crois que, en fait, en préparant ce moment, tu t'es dit que surtout tu avais envie de poser une question aux anciens. Merci. Oui. Et bravo à elle aussi pour son. Merci beaucoup. D'autant plus que je suis hyper, vraiment honorée d'être assise à côté de vous tous et toutes. Léna, Mustapha, Paul, Lamia, vraiment tous. Mais du coup, j'avais une question que je voulais vous poser. J'ai été vraiment heureuse de participer à cette table ronde en particulier parce que ma résistance, je l'ai reçue en héritage. D'abord en héritage de mon grand-père qui a lutté pour l'indépendance de notre pays. Et ensuite par l'héritage de mes parents, fermiers, qui eux aussi ont lutté pour qu'on ait plus de dignité, accès à plus de droits en tant que minorité dans le pays qui aujourd'hui m'a vu grandir et qui est la France. Et donc je l'ai reçu et je continue de le porter et j'en suis très fière et j'espère que je leur fais honneur. Mais je dois avouer que fin juin, lors de la mort du jeune Naël, j'ai ressenti quelque chose qui m'a directement touchée dans ma chair. Et malgré le fait que, depuis, je pense, mes premiers mots et mes premières capacités de même comprendre ces sujets-là, c'est quelque chose qu'on m'a transmis et auquel on a toujours fait honneur au sein de ma famille. La lutte, le fait de lutter pour le vivant, de lutter pour la dignité des gens, des faibles comme des forts. Pour la première fois, je me suis demandé où étaient les limites, à moi personnellement, de mon engagement. Jusqu'où engager ma personne, mon cœur et mes forces, puisque j'avais l'impression que le poids des institutions et de l'histoire, peut-être, pouvait me freiner. Je reprends la question et je la conclus. Juste de vous demander qu'est-ce qui continue de vous pousser malgré les obstacles institutionnels, malgré les obstacles physiques qui font face. Lamia, peut-être. Lamia, est-ce que tu as envie de répondre? Ok, je pensais que... Je dis ça parce que c'est plus facile, d'autant que réexpliquer le contexte de la mort de Naël, par exemple, faire la traduction, etc. Je pense que tu es très bien placé pour comprendre aussi ça, cette question. Si je comprends bien ta question, c'est le sentiment d'impuissance face à la force des institutions, c'est ça? Et comment? Et de l'histoire. Alors, tu parles par rapport à l'histoire entre la France et l'Algérie? En fait, déjà oui, mais en fait de dire que... J'ai besoin de précision sur la question, désolée. En fait de dire que... De dire que, malgré les générations qui passent, j'ai eu l'impression que nos combats continuent que se répétaient, avec toujours les mêmes objectifs, et toujours cette recherche de dignité, mais qu'on en était toujours au même point, de réclamer de la dignité et de continuer à compter nos morts, que ce soit dans la justice climatique ou dans la justice sociale.
Euh, ben, c'est vrai que moi, pour le coup, je suis française et d'origine marocaine, j'ai d'ailleurs la double nationalité, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi habité étant petite, le sentiment d'injustice par rapport à ce qui a pu se passer au niveau historique. Je ne fais pas forcément le lien avec ce qui s'est passé avec Naël, mais plus globalement, petite, j'avais un sentiment de déracinement, un sentiment de mal du pays, alors que je suis née en France, que j'ai grandi en France. Je suis restée très proche de ma famille au Maroc, et donc j'ai beaucoup aussi d'histoires de l'époque du protectorat et de sentiments d'injustice que finalement on hérite malgré soi. Et j'avais le sentiment, en plus parce que j'ai grandi en banlieue parisienne, pour moi la France ça se résumait vraiment à la banlieue parisienne et en plus des quartiers extrêmement durs, donc à des années-lumière de l'océan que j'ai connu au Maroc pour le coup. Et je me sentais finalement pas chez moi en France et pas chez moi au Maroc non plus, parce que quand j'y allais j'étais celle qui vit en France, et c'est difficile aussi finalement de trouver son identité par rapport à ça et d'aimer le pays qui nous accueille et en même temps de maintenir ce lien avec le pays qu'on a quitté. Et aujourd'hui, je suis plus en paix avec ça, dans le sens où j'ai vraiment le sentiment... c'est loin d'être parfait en France. Tu vois, quand je parle de l'univers un peu carcéral des banlieues, par exemple, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça. Mais en même temps, j'ai conscience que la France m'a donné des opportunités que je n'aurais pas eues au Maroc. Et du coup, pour moi, le Maroc, c'est mes racines et la France m'a donné des ailes. Et j'essaye de réconcilier les deux en étant lucide sur les lacunes de l'un et de l'autre. Et ça rejoint un peu ce que disait Raoni sur... la paix à trouver dans son cœur avec les autres. Et je fais aussi la différence entre les institutions et les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi les Français et les Françaises, j'ai quand même énormément d'attaches, d'amitié, de liens extrêmement forts. Et ça va au-delà des institutions. Ça réconcilie aussi un peu les conflits antérieurs. Ça a été beaucoup plus dur pour la génération de mes parents, par contre. Mais du coup, voilà, c'est ce sentiment d'injustice qu'on porte en nous quand on fait partie aussi de cette génération d'immigration qui a connu l'arrachement et la colonisation. Mais je pense qu'il faut réussir à trouver la paix par rapport à ça et s'unir finalement avec les Français et les Françaises contre ça et faire la paix entre nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, alors je vais juste... Je suis entièrement d'accord. On va enchaîner, mais c'était vraiment sur comment ne pas perdre la foi quand on a l'impression que les institutions et que parfois l'histoire peut se répéter ou nous mettre des freins dans notre engagement. C'était plus ça. Avec toujours comme objectif de rester solidaire et de continuer la lutte, mais d'avancer malgré la fatigue militante qu'on peut ressentir quand on lutte contre des multinationales ou des institutions qui nous dépassent. Alors, je vais répondre brièvement à ça pour le coup, clairement. Ne pas perdre la foi, effectivement, c'est une question qui se pose à tous ceux qui sont engagés dans des combats difficiles. À mon sens, c'est parce que le combat en lui-même est aussi la source d'énergie qui te fait avancer et que finalement, le fait d'abandonner, quelque part, c'est une petite mort. Et donc... même s'il y a des moments de découragement, même si parfois en fait on peut même se dire que ce que disait Paul tout à l'heure, c'est ingagnable, c'est de toute façon un combat qui fait partie de toi, et l'idée d'y renoncer, c'est finalement renoncer à ce que tu es. Et donc c'est pas une option en fait. Donc même s'il y a des moments de coup de mou parce qu'on est des êtres humains et parce qu'il y a des moments plus difficiles, l'énergie tu la retrouves dans le combat et tu la retrouves aussi avec tes compagnons de combat. Donc, ça marche le micro, super. Donc, en résumé, tout à l'heure, on a gardé l'idée d'aller vers la joie. Et là, si je puis me permettre d'en garder une, il faut bien s'entourer. Parce que c'est vers ça qu'on revient quand
il y a des difficultés. J'aimerais donner la parole à Moira Millán. Elle est représentante du peuple Mapuche. Le peuple Mapuche, comme vous le savez, est à cheval en termes de territoire entre ce qui est aujourd'hui l'Argentine et le Chili. Dans son pays, on dit d'elle que c'est une guerrière. En langage mapuche, c'est Huaychafé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que guerrière, hein, en langage mapuche, ça veut surtout dire en défense de, gardienne, et non pas forcément dans l'agressivité. Et donc, Moira, elle a aussi énormément de combats derrière elle. Ça fait longtemps, je crois qu'on a à peu près le même âge. Et j'aimerais qu'elle nous parle de la situation qui n'est pas forcément comme en France, c'est-à-dire qu'en Amérique latine en particulier, mais pas que, ce genre de combat, ça suppose de risquer sa vie. Donc dans le cas des Mapuches, il y a des disparitions. Il y a même parfois des disparitions définitives. On connaissait un cas il y a quelques années qui a fait le tour de l'Europe, qui était celui de Santiago Maldonado. Comment vous faites quand la peur qu'on peut avoir, ou plutôt quand le découragement se transforme éventuellement en peur, parce que c'est une question même de vie ou de mort? Comment vous surmontez ça? Comment vous avez continué à aller de l'avant avec vos marches à travers les territoires mapuches pour réclamer ces terres-là? Et la bienvenue pour elle. Voici. Mari kompuche, mari kompu lamgen, mari kompu wichafe domok, wichafe wentru. Kumea kuimi tufachi futatraun. Bueno, saludos a todos los luchadores y luchadoras, a todos los pueblos telúricos en este encuentro. Je peux traduire si besoin. ¿Sé quién traduce? Mais je salue toutes les personnes qui sont là. Yo le traduzco. C'est bon, mon micro marche. D'accord, ok. Je peux continuer. ¿Ya están? Okay. Bien, la nación mapuche no conoce el miedo. No sabemos qué es el miedo. La nation mapuche ne connaît pas la peur. On ne sait pas ce qu'est la peur. Porque la lucha no es antropocéntrica. Esta lucha que llevamos adelante es la lucha de todos los espíritus de la tierra. La lutte que nous menons est la lutte de tous les esprits sur la terre. La lucha por la defensa de la vida y todos los modos de vida no es la lucha de un Mesías, no es la lucha de un héroe, no es la lucha de un libertador, es la lucha de la tierra. Notre lutte n'est pas seulement la lutte d'un libérateur, c'est la lutte de tout le monde. Y me pregunto, ¿por qué la vida de nosotros, los humanos, va a ser más importante que la vida de un río, que la vida de una montaña, que la vida de una selva? Et je me demande pourquoi notre lutte à nous va être plus importante. Et je me demande pourquoi notre lutte à nous va être plus importante que la lutte pour une rivière ou pour une montagne. Sobreestimamos la vida de los humanos y subestimamos, despreciamos la vida de todos los seres que conforman el círculo sagrado. On surestime la vie des humains et de tout le cercle qui les conforme. Tú mencionabas a Santiago Maldonado. Tu as parlé de Santiago Maldonado. Que no era mapuche. Il n'était pas mapuche. Que era blanco, rubio y de ojos azules. Il était blond avec les yeux bleus. Que era argentino. Il était argentin. Antecedió la desaparición y muerte de Santiago Maldonado centenares de mapuches. Face à sa disparition, des centaines de mapuches. Y luego de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, siguieron matando a nuestros jóvenes. Et après, on a continué à tuer nos jeunes, après sa disparition. Pero el mundo ha decidido que únicamente las voces audibles sean las voces blancas. Mais le monde a décidé que les seules voix qu'on pouvait entendre étaient les voix de blancs. El mundo ha decidido que aquellos que encarnen la lucha por la liberación de la tierra, Le monde a décidé que pour la libération de la terre, por la armonía con ella, pour son harmonie, sean blancos. il devait être blanc. Entonces, los pueblos indígenas, no Latinoamérica, porque no todos somos latinos. Yo no soy latina, yo soy mapuche. Et donc les peuples latino-américains, tous les indigènes ne sont pas latino-américains. Je ne suis pas latino-américaine, je suis mapuche. Los pueblos indígenas
seguimos abonando con sangre Les el peuples resguardo de indigènes. la vida de los territorios. Les peuples indigènes continuent à lutter avec notre sang. Y tengo una noticia para darles. Et j'ai une nouvelle à vous donner. La alegría es imposible. La joie est impossible. La paz es imposible. La paix est impossible. Porque no es justo que nosotros hablemos de alegría y paz Parce qu'il n'est pas juste que nous parlions de paix et de joie cuando estamos asesinando todas las vidas de los territorios. quand on est en train d'assassiner toutes les vies des territoires. Y esa vida de los territorios Et cette vie des territoires, no solamente es atacada por la corporocracia, por las grandes empresas extractivistas, elle n'est pas seulement attaquée par les grandes entreprises. también es posible por la indolencia, por la indiferencia, por la falta de compromiso. Elle est aussi attaquée par le manque de compromis. Et Y par lo le mejor que non-respect. puede hacer Europa Et le mieux que ahora peut faire l'Europe maintenant, es desarmar la idea de ser nuestro aliado. c'est s'enlever l'idée d'être notre allié. No queremos aliados, queremos cómplices que conspiren por la vida. Y eso implica compromiso. Nous ne voulons pas d'alliés, nous voulons des complices qui nous aident. El miedo es la gran pandemia que inoculó Occidente hacia el mundo. Y La lo peur. primero que tenemos que hacer es vencerlo. La peur, c'est la grande pandémie que l'Europe, que l'Occident, de Entonces- l'Occident, et nous devons le vaincre. Entonces mi mensaje desde el sur del mundo Donc mon message depuis le sud du monde, es que el pueblo mapuche está de pie en lucha, c'est que le peuple mapuche est debout, il lutte. esperando que cada uno de ustedes Et il attend que chacun d'entre vous entienda que ya no hay oportunidad. comprenne qu'il n'y a plus d'opportunité. Hay dos bloques en el mundo, Il y a deux blocs dans le monde. los pueblos domesticados y los pueblos telúricos. Les peuples qui sont asservis et les peuples qui commandent. ¿En cuál te encuentras? Où est-ce que vous vous trouvez? Difficile de reprendre la parole. Mais c'est pour donner la parole à une autre voix très forte, celle de Moustapha Dieng. Moustapha Dieng est le secrétaire du syndicat des pêcheurs sénégalais. Ça fait aussi de très nombreuses années que vous luttez pour éviter la surpêche, l'épuisement des ressources et du coup aussi l'épuisement du moyen de subsistance des pêcheurs sénégalais, parce qu'en fait, il y a des bateaux qui viennent d'Europe en vertu d'accords qui sont passés pour pêcher chez vous. Comment est-ce que vous tenez le coup, accord après accord, qui n'est pas satisfaisant en voyant chuter les ressources? Comment vous faites? Et dites-nous aussi quel est votre message, puisqu'ici, il y a des consommateurs qui ne le savent pas peut-être, mais de poissons de chez vous. D'abord, accueillons Moustapha. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Voilà, je suis Moustapha Dieng, je suis pêcheur sénégalais, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Alors j'ai aujourd'hui 71 ans et quelques jours. J'ai derrière moi 50 ans de lutte syndicale pour la défense des intérêts des autres. Donc le combat, c'est un sacerdoce. Le combat, on le fait quelquefois pour vivre. Alors parce qu'on a besoin de vivre. Mais il arrive aussi des moments où on se bat pour survivre. Parce que le Sénégal, d'où je viens, est un des pays en Afrique qui a été catalogué de pays démocratique. Parce que c'est l'un ou c'est le premier pays à être sorti du monopartisme. Nous n'avons jamais connu de coup d'État militaire. Nous avons eu deux alternances par la voie des urnes.
Donc, tout était parti pour dire que nous sommes dans un pays démocratique. Déjà en 2010, nous nous sommes beaucoup battus parce que le gouvernement du président Abdoulaye Wade avait autorisé 11 bateaux russes à venir pêcher dans nos eaux. Et ces 11 bateaux concurrençaient déjà dangereusement la pêche artisanale sénégalaise. Parce que nous sommes un pays de pêcheurs. Nous avons environ 30 000 embarcations et sur les 17 millions de population, les 2 millions vivent essentiellement de la pêche. Et la pêche aussi est la première source de devises pour le Sénégal. Donc c'était important pour nous de nous battre contre la présence de ces 11 bateaux russes. On s'est battu jusqu'en 2012. Lorsque le candidat Macky Sall est venu nous voir, il s'est engagé, une fois élu, à mettre un terme à la présence de tout bateau étranger. Alors, il a été élu en 2012. Effectivement, il l'a fait. Il a mis un terme à la présence de ces bateaux russes. C'était en 2012, 2013. Il a même été décoré d'une médaille par Greenpeace pour avoir bien protégé ses ressources pour ses populations. 2012, 2013, 2014, malheureusement, il signe des accords beaucoup plus dangereux et plus catastrophiques avec l'Union européenne. Pour 5 ans, 38 bateaux de l'Union européenne sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. 38 bateaux. Pour la modique somme de 2 milliards de francs CFA par an. Montant qu'un seul bateau peut pêcher par jour. Donc, depuis cette date... C'est le montant de la pêche d'une seule journée. D'une seule journée que pour un l'Union bateau. européenne a versé pour avoir le droit d'après ce que vous dites. Ces bateaux qui ont la capacité de pêcher 300 tonnes par jour, si on leur demande de payer 2 milliards de francs CFA pour 38 bateaux pendant 1 an, c'est rien du tout. D'autant plus que ces bateaux aussi sont subventionnés à hauteur de 60% par l'Union européenne. Ces patrons de pêche qui viennent au Sénégal avec leurs bateaux, piller nos ressources, ils sont aussi subventionnés à hauteur de 60% par l'Union européenne. Donc depuis alors, nous avons repris le combat. Le même combat contre les bateaux russes, nous l'avons repris contre les bateaux de l'Union européenne. Nous nous battons, nous continuons de nous battre. Malheureusement, en 2019, alors que ce contrat arrivait à terme, en catimini, il y a eu un renouvellement pour 5 ans encore. 2019-2024. 2019-2024. Et ce renouvellement, c'est en catimini. Et ce renouvellement permettait aussi d'augmenter le nombre de bateaux qui passe de 38 à 45 bateaux. Donc si aujourd'hui, vous voyez que nos enfants sont en train de déferler sur les côtes européennes, en passant par les îles Canaries, abandonnant leur famille, leur culture, parce que chez nous, la pêche n'est pas simplement une activité économique. Nos enfants n'apprennent pas la pêche dans des écoles. Ils apprennent dans la pirogue de leur père. À partir de 9 ans, ils commencent à aller à la mer. C'est une question culturelle, économique, sociale, culturelle et sportive. C'est la pêche qui rythme notre vie. Si aujourd'hui nous constatons ce qui se passe, nous sommes encore davantage concernés et nous sommes dans l'obligation de nous battre pour survivre. Et c'est l'objet aussi de ma présence ici, depuis 3 ans, de profiter d'une tribune aussi importante que nous offre Darwin pour sensibiliser les populations européennes par rapport aux poissons issus de ces accords que vous retrouvez dans vos supermarchés. Comprendre que ces poissons, on les a enlevés de la bouche des pêcheurs sénégalais, pour vous les offrir, en violation de toutes les lois et toutes les conventions internationales.
Je retiens tout de suite de ce que disait M. Paul. Il faut connaître les lois. Nous connaissons les lois. Nous savons que ces lois sont signées en violation de la Convention internationale du droit de la mer qui dit qu'un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de vendre ses ressources. Nous, pêcheurs sénégalais, nous allons chercher des licences en Mauritanie, en Guinée, en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Nous allons chercher des licences. Parce que ce que nous avons comme ressources ne nous suffit pas. Mais malgré tout, en violation de ces accords, l'Union européenne, qui a signé cette convention sur le droit de la mer, le Sénégal, qui a signé cette convention sur le droit de la mer, continue de signer des accords injustes qui sont en train de tuer toute la population sénégalaise. Donc, ne vous étonnez pas, avec le retour de la manivelle, que tous les pêcheurs sénégalais, faute de pouvoir vivre de leur métier, de leur pêche, se déversent sur les côtes européennes. Je peux dire un truc très court, vraiment 30 secondes. Parce que ce qu'il dit résonne énormément, parce qu'en 2015, on a eu un mandat du président Macky Sall pour venir lutter contre la pêche illégale au Sénégal. On travaillait avec Haïdar El Ali, qui était ministre de la Pêche à l'époque, et on est arrivé avec un bateau, et on était prêt à patrouiller. Et en fait, on ne nous a pas laissé patrouiller parce que les généraux étaient contre ça, et on nous a clairement dit vous marchez sur les plates-bandes de gens qui sont très haut placés et qui n'ont pas intérêt à ce qu'on lutte contre la pêche illégale. Et je sais que Macky Sall à l'époque était sous forte pression justement par des pêcheurs locaux, et c'est pour ça qu'il nous a fait venir, et on est reparti sans avoir pu faire la moindre patrouille. Et ça marque aussi c'est important que vous parliez effectivement de ce poisson qui est vendu ici en Europe, parce que près de la moitié du poisson qui est vendu en Europe vient des pays en voie de développement et donc d'Afrique. Mais malheureusement, il y a des gens au pouvoir en Afrique qui vendent leur pays, qui trahissent leur pays et qui rendent tout ça possible. On va terminer ce moment de partage très fort avec Léna Lazare. Il faut qu'on avance parce que malheureusement, il y a d'autres personnes qui attendent aussi pour... alors Léna, 25 ans, je voulais te donner la parole parce que tu es une des porte-paroles des soulèvements de la Terre et on sait justement que cette année, vous avez été en première ligne. Il y a eu même des accusations avec des mots durs à entendre, n'est-ce pas ? Je ne vais même pas les reprononcer. Comment tu as fait ? Est-ce que tu as eu tes moments aussi de doute et à quoi tu t'es accroché ? Quel est le message pour nous tous ? Tu as une responsabilité là qui n'est pas facile à porter. Tu vas fermer cet instant de partage et les gens vont partir avec ton message. Donc à toi. En effet, c'est un peu... c'est bon. Oui, lourde responsabilité. Surtout après avoir entendu des mots aussi forts. Et je suis contente d'être avec vous tous aussi pour rappeler que voilà, faut pas se rappeler que faut se rappeler que la source du dérèglement climatique et de ce qui nous arrive est profondément liée au colonialisme et que voilà, ce système capitaliste fossile, il s'est basé sur l'impérialisme et que c'est vraiment ce qu'il va falloir totalement bouleverser le système économique et que ça va nécessiter des actions fortes de nous tous et toutes. Et je crois beaucoup en les solidarités internationales. Il y avait beaucoup de représentants de peuples qui se battent aussi pour l'eau, méga-bassines, et j'espère que nous aussi on va pouvoir aller rendre l'appareil et se rendre aussi dans des luttes dans le monde entier. Enfin, tout ça, c'est très important. Et donc, merci pour la table ronde. Et c'est vrai que peut-être pour revenir sur l'héritage, je pense que c'est aussi une question très importante. Et c'est notamment ça qui m'a fait tenir. Je pense qu'il n'y aurait pas les soulèvements de la Terre s'il n'y avait pas des luttes paysannes très fortes, notamment en France. Et nous, notre héritage vient
bien entendu de la Confédération paysanne, qui s'est battue au Larzac contre le camp militaire, qui a démonté le McDonald's de Millau, qui a fauché des OGM, mais aussi oui, tous les paysans qui se sont battus en France pour continuer juste à exister. Il n'y a plus que 2% de paysans en France. On a connu une des plus grandes dégringolades de l'Europe, et en très peu de temps, en fait, après-guerre, le nombre de paysans dans la population a totalement chuté en France, et il y a une lutte contre l'agro-industrie qui se mène au quotidien et qui est le combat, en fait, dans lequel s'inscrit les soulèvements de la terre, mais qui nous concerne tous, parce qu'on parle de l'eau et de la terre qui doivent rester qui doivent être des communs pour nous tous. On doit se réapproprier nos moyens de subsistance, reprendre du pouvoir matériellement, et ça passe aussi par reprendre les terres face aux grosses entreprises polluantes et écocidaires. Et voilà, et je pense que ce qui fait tenir vraiment, c'est cette solidarité-là, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être rejoints. Et je vous invite vraiment à aller au village activiste, à aller vous renseigner sur les luttes près de chez vous. On sait très bien, en fait, que sans que tout le monde s'investisse dans des dynamiques collectives, des dynamiques de résistance fortes, en fait, on n'y arrivera pas. On va finir dans une planète qui sera inhabitable pour une grande partie de la population. Et du coup, c'est vraiment important qu'on se mette en action toutes et tous. Et je pense qu'en tout cas, du côté des soulèvements de la terre, on espère gagner contre la dissolution. On reste déterminé malgré la répression qui s'abat, et même si elle est gravissime. Et Monsieur Bourdon l'a rappelé pendant la table ronde d'hier, elle est assez exceptionnelle en Europe, cette répression envers les activistes, mais elle est bien moindre par rapport à ce que nos amis vivent en Patagonie ou au Sénégal. Il ne faut pas l'oublier. Et pour l'instant, on ne met pas nos vies en jeu, et je pense que c'est aussi important, en solidarité, de continuer à se battre autant qu'on le peut en France, en sachant qu'il y a énormément d'entreprises polluantes françaises qui agissent de manière désastreuse dans les pays qu'on a anciennement colonisés. Donc voilà, double peine. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort de cette table ronde. Désolée, c'est aussi un peu brouillon, mais voilà, un appel à résister de manière conséquente. Merci à tous, vraiment, à toutes. L'héritage, c'est ce qui nourrit notre présent, et c'est ce qui va permettre d'impulser le futur qu'on souhaite tous. En France, on a un fort héritage de solidarité avec notre population. C'est ce qui nous a amené la majorité de nos droits. Quasiment aucun d'entre eux n'ont été juste donnés. On les a tous pris à la force de nos bras et de nos convictions. Donc merci pour votre solidarité. Ça commence ici et ça continue dans les rues. Donc vraiment, merci beaucoup.